Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde, consacrée à l'actualité internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Vincent Hugeux de l'Express. Au sommaire, la tournée africaine de la chancelière allemande à Bamako et à Niamey. Les échanges ont essentiellement porté sur la sécurité dans la zone sahélienne. Au Niger, 650 soldats allemands viendront renforcer la MINUSMA. Mais pour Berlin, on ne peut pas dissocier le soutien militaire de l'aide au développement. À Addis Abeba, dernière étape de la tournée, il aura surtout été question des droits de l'homme. Et pour finir, les nouvelles tensions entre Kigali et Paris. Paul Kagame n'a guère apprécié la réouverture de l'enquête sur l'assassinat le 6 avril 1994 de son prédécesseur, Juvenal Habyarimana. Plusieurs proches du président rwandais sont visés. Mais commençons d'abord par le Nigeria, avec la récente libération de 21 lycéennes de Chibok, enlevées il y a 2 ans par Boko Haram. Les autorités nigérianes se défendent de toute transaction financière. C'est malgré tout, Hassan, un signe d'espoir, puisqu'il reste encore 197 captives. Oui, alors ce qu'il faut noter effectivement, c'est que les autorités nigérianes à la fois nient toute négociation avec le mouvement terroriste Boko Haram et par ailleurs réfutent toute transaction financière. Mais on notera tout de même que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a été appelé à la rescousse, car on a vu que Abuja avait remercié le CICR. Et lorsqu'on remercie le CICR quand on récupère des prisonniers, c'est qu'en général, ça a été négocié et qu'il y a peut-être même eu échange de prisonniers, comme le laisse entendre la presse internationale et même une partie de la presse nigériane qualifiée de crédible par notre antenne RFI. Donc voilà, ce qu'on constatera évidemment, c'est que le président Buhari, qui est arrivé au pouvoir pour éradiquer Boko Haram par les armes, finalement, sera contraint de négocier comme les Américains tentent de négocier avec les talibans en Afghanistan. Vincent Hugeux, vous partagez cette analyse ? Oui, alors sur le fond, ça pose, me semble-t-il, 2 questions. D'abord, si l'on négocie, on installe l'adversaire dans une forme de légitimité. On en fait un interlocuteur recevable. Deuxième question, alors plus humaine celle-là, qu'adviendra-t-il de la reconstruction de ces jeunes filles et de leur accueil dans les communautés d'origine? Et puis au-delà de tout ça, Boko Haram. Le pouvoir nigérian, me disait il y a quelques minutes un fin connaisseur de l'échiquier du pays, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, chercheur, a plus gagné la bataille de l'image, des âmes et des cœurs que la bataille militaire. Car, contrairement à ce que l'on dit, Boko Haram n'est pas réduit aux attentats suicides. Que ce soit au Nigeria, où il y a une sorte de chape de plomb informative, ou que ce soit à l'extérieur des frontières de la Fédération, je pense bien sûr au Niger et à la région de Difa, il y a encore une capacité toxique de nuisance assez considérable. Donc voilà, maintenant il faut gagner aussi l'autre bataille. Stéphanie Hartmann. Les observateurs disent aussi qu'il faut négocier, puisque gagner militairement cette bataille contre Boko Haram, ce serait raser toute une partie du Nigeria, du nord du Nigeria et des populations qui vont avec. Non, on peut que se réjouir de la libération de ces jeunes filles. Alors, quand on voit leur visage, on se rend compte qu'elles ont quand même beaucoup souffert. Certaines reviennent avec des enfants, elles ont le visage, peut s'interroger sur ce qu'elles ont subi. Elles sont encore beaucoup trop nombreuses et effectivement, Mouhamadou Buhari doit encore faire ses preuves sur cette question de Boko Haram. Première visite d'Angela Merkel cette semaine à Bamako et Niamey. Elle intervient dans un cadre sécuritaire particulier où jusqu'ici la seule présence des troupes françaises a permis de soutenir l'avancée des djihadistes. Si Berlin a décidé de s'engager aux côtés de la MINUSMA avec l'envoi de 650 soldats, la coopération en matière de lèvement est également essentielle pour garantir la paix. Un message qui a été très bien accueilli par Ibrahim Boubacar Keïta, Hassan Diop. Tout à fait. Et je pense que c'est un tournant que cette visite de Mme Merkel et ce projet d'installer des militaires allemands sur le sol africain au nom de la paix et en relation évidemment avec cette mission de l'ONU dans la région basée donc au Mali. Parce que jusqu'ici, il y a toujours eu, on le sait, on en a souvent discuté entre journalistes, il y a toujours eu une réticence des Allemands par rapport à cette politique française dans ces anciennes terres, dans ces anciennes colonies. Il y a toujours une espèce de méfiance, voire une incompréhension, et ça va même jusqu'à l'existence du franc CFA. Lorsqu'il a été question de l'euro, il a été de nouveau question de rediscuter finalement de la zone CFA, toujours raccordée à l'ancienne puissance
à l'ancienne métropole. Donc, effectivement, c'est un tournant de ce point de vue, parce que cette tournée que Mme Merkel a effectuée, François Hollande aurait pu faire la même tournée exactement, ou l'a déjà fait. Voilà. Par ailleurs, cette tournée aussi est une réponse peut-être à des préoccupations beaucoup plus de politique intérieure en Allemagne. C'est la question de la lutte contre le terrorisme. Donc, elle veut démontrer que le terrorisme, c'est pas uniquement une préoccupation à huis clos qui ne concerne que les Allemands. Il faut peut-être aussi parfois aller lutter contre ce terrorisme à la source. Et puis, il y a la question de la migration, qui aujourd'hui touche de plein fouet la chancelière allemande, puisqu'elle a perdu, en tout cas son parti est en recul dans un certain nombre, que ce soit à Berlin lors des dernières élections municipales ou dans son fief de Poméranie occidentale, son parti chrétien-démocrate a reculé. Donc voilà, c'est tout à fait remarquable, c'est nouveau qu'un chancelier, chef de l'exécutif allemand, se déplace en Afrique. Et voilà, il y avait plusieurs aspects derrière cette visite qui s'est conclue, comme on le sait, avec la venue à Berlin, à la fois du président du Tchad, Idriss Déby, ce mercredi, et le Nigérian qui est attendu. Mohamed. Alors, Vincent Heger, on peut se féliciter de cette grande implication de l'Allemagne sur ce front sahélien, mais on peut se souvenir également que la proposition américaine qui avait été faite dans le cadre d'Africom avait suscité d'énormes réticences par les pays de la région. Oui, bien sûr, réticences, je dirais, historiques et postcoloniales, d'une certaine manière recevables. Ce que je trouve le plus frappant, c'est le pragmatisme très germanique de l'approche de Angela Merkel, dont c'était quand même depuis 2007 le 3e voyage sur le continent. Au fond, l'Allemagne n'est pas vierge d'un passé colonial, et d'un passé colonial ô combien douloureux. Souvenons-nous que dans l'Allemagne de Bismarck, lui qui disait que le commerçant doit passer devant le soldat, eh bien, vous avez eu des aventures qui sont parfois mal terminées. Cameroun, c'était une partie de l'histoire de ce pays, douloureuse. Le Togoland, et puis vous avez aussi l'actuelle Namibie, avec le massacre des Herero. Mais là encore, pragmatisme. En 2004, qui était le 100e anniversaire de ce carnage, de cette Allali, vous avez des excuses officielle, où on reconnaît le caractère génocidaire. Donc, vous avez l'impression que, quand on compare l'approche allemande de l'approche française, il n'y a pas cette dimension d'affect, de sentimentalité, cette incapacité à sortir de l'enlisement du marigot franco-africain. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, il y a des messages qui sont très explicites et courageux. À Addis Abeba, elle refuse de s'exprimer devant un parlement monolithique, dont elle connaît les limites en termes démocratiques. Et elle pousse son hôte, Haïlé Mariam Desalegn, à dire « notre démocratie est encore balbutiante ». Mais si Ibeka, à Bamako, est effectivement satisfait de cette venue, il y a aussi un message très clair. Elle lui dit, grosso modo, il serait peut-être temps d'appliquer pleinement les laborieux accords d'Alger. Ouais. Alors ce plan de la question migratoire, Ibeka a pris l'engagement de mettre fin, de mettre tout en œuvre pour les réduire. En son temps, on se rappelle, Stéphanie, que Amadou Toumani Touré avait pris les mêmes engagements vis-à-vis de la France. Auprès de Brice Hortefeux, qui est alors ministre, je crois, de l'immigration, c'est comme ça qu'on disait. En effet, on sent bien dans les déclarations, non seulement d'Angela Merkel, mais également de l'ambassadeur de l'Allemagne au Niger, que c'est les flux migratoires qui préoccupent beaucoup l'Allemagne dans cette tournée africaine. D'ailleurs, je crois que c'est le Niger qui a accepté la mise en place d'un centre de rétention. Alors, je crois que c'est un centre de rétention plutôt européen, voilà, comme l'avait fait en son temps la Libye. Donc, cette tournée africaine d'Angela Merkel vise surtout aussi des questions de politique intérieure. C'est un tournant aussi pour la défense de l'Allemagne. L'Allemagne qui a été longtemps démilitarisée et qui refait son retour sur la scène internationale sur le plan militaire. Je pense qu'il y a une complémentarité sur le plan militaire avec la France. François Hollande, depuis le début de son mandat, a cherché à impliquer davantage l'Union européenne dans les missions de maintien de la paix ou de résolution de conflits, notamment en Centrafrique, au Mali, vous l'avez dit. Après, c'est vrai qu'il y a plus une concurrence sur le plan économique avec la France, où l'Allemagne vend la qualité germanique et effectivement des relations économiques dénouées d'affect et plus simples. Il y a une complémentarité, Stéphanie le disait, sur la formation. Aujourd'hui, l'Allemagne a passé la main à la mission de l'Union européenne pour la formation de l'armée malienne, mais on ne voit pas très bien. Aujourd'hui, on ne voit toujours pas les résultats, Hassan Diop. Et oui, on ne voit toujours pas les résultats parce que cette armée malienne a du mal à exister. On le voit d'abord parce que c'est
Elle existerait où? Si elle devait exister légitimement, c'est dans des zones de tension, donc c'est le nord du pays. Or, le nord du pays est géré par la MINUSMA. Or, la situation du nord du pays est régie par le fameux accord sur le nord Mali d'Alger, qui interdit pour l'instant à l'armée malienne, par exemple, d'avoir pied à Kidal, où les groupes, entre eux, les groupes armés, rivaux ou pas, continuent de temps en temps à faire parler la poudre. Voilà, donc cette armée, effectivement, malienne reste une fiction et que cette formation produira peut-être des résultats plus tard. Il y a quand même une ambiguïté que je trouve assez préoccupante, c'est que l'Union européenne avance sur ce front-là aussi en ordre dispersé. Au fond, il y a des initiatives de nature communautaire, EUTM, formation, etc. Mais vous avez des voyages français, vous avez des initiatives allemandes. Les Allemands vont installer près de Niamey une base logistique, ce qui n'est quand même pas tout à fait banal dans l'histoire politique de ce pays. Et d'une certaine manière, on a l'impression que les Allemands, et d'ailleurs des diplomates germaniques le confessent quand vous discutez en off the record avec eux, qu'ils ne veulent pas être en quelque sorte les otages des arriérés des aventures coloniales françaises. Il y a toujours une sorte de méfiance. A fortiori les autres pays européens. Voilà, les absolument. Polonais, les Lituaniens. Et on a l'impression de ne pas avoir, d'une certaine manière, traversé ce plafond de verre symbolique. Et c'est assez contre-productif, me semble-t-il. Stéphanie Hartmann, cette semaine, on a appris quand même la mort des suites d'un attentat d'un des membres influents de la coordination des mouvements de l'Azawad. Qu'est-ce que ça peut changer dans la marche vers la paix? On s'interroge encore d'ailleurs sur les commanditaires de cet attentat. L'enquête est ouverte. La CMA pense que l'explosif a été posé au sein du camp de la MINUSMA. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Oui, moi je voudrais qu'on s'interroge aussi sur l'efficacité de la coopération militaire. Donc pour parler de la MINUSMA, de la formation, alors ses limites, on voit toujours l'armée malienne qui n'est pas très efficace. Le Niger accueille donc plusieurs bases militaires. Il va accueillir donc une base allemande, mais peu de temps après cette annonce, des militaires nigérians ont été attaqués par une attaque djihadiste. Donc ça montre bien que ces bases militaires ne sont aucunement une garantie de sécurité pour les Nigériens. Et que je suis pas sûre que ça serve la sécurité des Nigériens, peut-être plus celle des Européens. Un dernier mot, Hassan Diop, sur la dernière étape à Addis Abeba, à l'Union africaine, avec cette question en fond sur les droits de l'homme, avec la question des Oromo. Vincent l'a dit, donc Madame Merkel arrive avant le jour de son arrivée, ou quelques jours avant, Dessalegn décréter l'état d'urgence dans tout le pays, dans toute l'Éthiopie. Donc elle a été cueillie à froid, Madame Merkel, en arrivant à Addis Abeba. Et c'est vrai qu'elle a eu raison d'insister sur la question des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, cette communauté Oromo, on en a parlé ici la semaine dernière, majoritaire dans le pays, subit une véritable oppression d'un pouvoir exercé par une minorité qui a accédé au pouvoir, les Tigréens, par les armes, par la révolution, en balayant d'ailleurs un des régimes les plus sanglants de l'histoire contemporaine africaine, le régime Mengistu. Nouvelle tension entre Kigali et Paris, la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de Juvenal Habyarimana en 1994, impliquant des proches de Paul Kagame, irrite le président rwandais qui menace Paris d'une nouvelle rupture diplomatique. Les juges souhaitent entendre Kayumba Nyamwasa, qui met en cause le chef de l'État. La dernière brouille date de 2006 et avait duré près de 3 ans. Mais une nouvelle épreuve de force avec Paris ne semble pas effrayer Paul Kagame et Hassan Diop. Non, Paul Kagame n'en fait qu'à sa tête. C'est un dur à cuire, tout le monde le sait. C'est pas la première fois qu'on le constate. Donc 10 ans après cette brouille, 2006, c'était la première rupture diplomatique parce qu'il y avait la justice française qui enquêtait justement dans le cadre de l'attentat contre l'avion d'Habyarimana et qui avait abouti à l'inculpation par le juge Bruguière de 9 Rwandais, parmi lesquels d'ailleurs ce fameux Nyamwasa, qui était le chef aujourd'hui exilé en Afrique du Sud. Aujourd'hui exilé en Afrique du Sud, qui était le chef du renseignement. Ensuite, le juge Trévidy qui est venu dire que non, c'était pas les Tutsis, le FPR en tout cas, mais c'était les Hutus qui avaient ourdi l'attentat contre l'avion de Juvenal Habyarimana. Et puis enfin, voilà ce dossier que l'on rouvre, etc. Ce qui agace copieusement, on peut le comprendre, Paul Kagame, d'autant plus que donc c'est ce général, un de ses proches, qui est donc aujourd'hui dissident, vient en Afrique du Sud. Il a failli d'ailleurs être éliminé. Les autorités sud-africaines ont mis en cause Kigali ouvertement.
ouvertement mis en cause Kigali dans cette affaire. Et voilà, bref, moi, franchement, c'est assez troublant parce que pourquoi Kagame a peur que ce général, finalement, s'il se dit innocent, pourquoi a-t-il peur du témoignage de ce général? Donc c'est peut-être parce qu'il a des choses à cacher. Il a tellement de choses à cacher peut-être qu'il a cherché à l'éliminer. Je pense qu'il ne l'élimine pas du tout parce qu'il a peur que ce soit un rival politique qui viendrait lui piquer le pouvoir, mais il cherche peut-être à éliminer ce général Nyamwasa parce que ce général a trop de secrets et donc une brouille à nouveau avec la France parce que justement il veut coûte que coûte que ce général ne s'exprime pas devant la justice française. Vincent Leger, on a quand même du mal à comprendre ce nouveau rebondissement puisque l'enquête du juge Trevedic avait disculpé Paul Kagame. Alors, l'enquête du juge Trevedic conclut qu'il ne peut pas conclure. C'est-à-dire qu'il dit que la zone de tir du missile fatal au Falcon 50 du défunt Juvenal Habyarimana est dans une zone donc qui est sous contrôle des extrémistes Hutus. Mais il ne va pas jusqu'à incriminer, puisque d'ailleurs il y a une double clôture du dossier en 2014 et en janvier 2016 en attendant les réquisitions éventuelles du parquet et la décision des juges d'instruction actuels. Ce qui me frappe, c'est que rebond, mais on rebondit pas très haut, puisqu'au fond on nous parle de rupture. Je n'avais pas remarqué que les relations avaient été au-delà de la forme. Parce qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeur. Ça fait quand même plus d'un an aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ambassadeur, notamment par refus d'agrément. Je pense que Paul Kagame adore cette configuration et qu'au besoin, il souffle sur les braises parce qu'en termes de rhétorique nationaliste, c'est évidemment du billard pour lui. Dernière remarque, au-delà de tout ça, ce qui se joue à mon avis, c'est bien davantage aussi les procédures judiciaires engagées en France contre les génocidaires supposés ou présumés qui y vivent. Vous avez eu 2 temps. Il y a eu des condamnations. Pascal Simbikwanga, quand même un ancien officier de la garde présidentielle, qui a été condamné lourdement, 25 ans. Alors certes, il y a appel. Les 2 bourgmestres, condamnés également, appel. Mais c'est vrai qu'à Kigali, il faut être très clair, on n'a absolument pas digéré le fait que Mme Habyarimana soit vive encore en France. D'abord, le non-lieu fin 2015 accordé à Venceslas Muniesiaka, le prêtre, et on met en cause ce qui me semble, alors pour le coup, profondément injuste, le travail du pôle génocide qui a été instauré en 2012 et qui, avec des moyens extrêmement limités, abat, à mon sens, un travail assez remarquable. Stéphanie Hartmann. Non, en effet, moi je pense pas que Paul Kagame ait peur du témoignage de Faustin Kayumba Nyamwasa, d'autant qu'il est un peu faible. Le monsieur était directeur des services de renseignement en 94, mais il dit qu'il ne savait rien, qu'il était au courant de rien, que c'est juste le soir du 6 avril que Paul Kagame, au coin du feu, lui a fait la confidence que Paul Kagame lui aurait raconté, alors que jusqu'ici il ne l'avait pas tenu informé. Donc ce serait, on peut s'interroger sur la crédibilité du témoignage. Ensuite, à l'Élysée, quand même, on précise qu'on a fait des efforts pour juger. On a fait, c'est pas, mais en tout cas, que la justice française a fait des efforts pour juger les génocidaires et que, en aucun cas, il y a une interaction politique dans la réouverture de ce dossier. Ce que Kigali n'est pas convaincu. Pour Kigali, la France refuse de clore ce dossier pour ne pas voir sa responsabilité. Bien sûr, pour Paul Kagame, c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés. Exactement. C'est-à-dire que l'opération turquoise aux yeux de Paul Kagame, qui avait été déclenchée donc au lendemain du génocide, ou en plein génocide, cette opération qui était conduite par la France avec l'autorisation de l'ONU, rappelons-le, eh bien pour Paul Kagame, c'était l'expression d'une complicité française avec les génocidaires à l'époque. Et je crois que de toute façon, les relations ne vont pas s'arranger. En tout cas, je ne sais pas qui sera le prochain chef de l'État français, à supposer que ce soit le favori du jour, Alain Juppé par exemple. Alors là, je pense que ce sera plus simplement de rupture, mais la fermeture même des 2 ambassades des 2 pays, parce qu'effectivement, Juppé n'a jamais accepté que l'armée française soit mise en cause par Kigali. Malgré tout, Vincent Leger, Paul Kagame est certainement le seul et le rare chef d'État à tenir tête à la France. Oui, mais et ça plaît dans les opinions africaines. Et ça plaît. Oui, mais après, il est devenu effectivement une sorte d'idéal type dans l'intelligentsia continentale. Soyons très clairs là-dessus. Le génocide de 1994 est une abjection indépassable. Il y a une responsabilité française au sens où les signaux
parfaitement explicites et captables n'ont pas été traités comme il aurait dû l'être. Mais dire, comme le dit Paul Kagame, je reprends une déclaration de 2014, que les militaires français du Turquoise ont été non seulement complices, mais acteurs, je le cite. Ça, je pense que c'est indéfendable historiquement. Mais je veux dire, il a là une rente de situation symbolique qui est absolument inépuisable. Et peu lui chaud, croyez-moi, qu'il y ait ou pas un ambassadeur en poste à Kigali venant de France. Et il y a eu le cas aussi de Madame Abiyarimana, la veuve Abiyarimana, qui vit toujours à Paris. Elle et ses avocats et les avocats des... Il faudrait peut-être rappeler aussi, je rappelle à Paul Kagame, que si la justice française enquête, ce n'est pas par de l'ingérence, c'est parce qu'il y a des Français qui sont morts dans l'attentat contre l'avion, le pilote, l'équipage du Falcon 50. Donc c'est aussi les avocats de ces partis-là qui appuient pour que ce dossier ne soit pas clos. Ouais. Et si vous permettez, je voudrais quand même dire aussi que la question de la responsabilité de l'attentat, à mon avis, ne doit remettre aucunement en cause le caractère génocidaire du régime d'Abiyarimana. Même si, je vais le dire comme ça, mais même si le FPR avait une quelconque responsabilité dans l'attentat, ça n'empêche pas, ça ne le rend pas responsable du génocide. Oui, non, mais ça, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. La justice française, en premier lieu, puisqu'on l'a dit il y a quelques instants, des génocidaires ont été condamnés ici, dûment par les tribunaux, et je pense que la France ne nie pas du tout l'existence de ce génocide. Il n'y a pas de négationnisme. Quoi qu'en dise justement Kagame, quand il s'attaque à la France, il les accuse quasiment de nier négationnisme et même de complicité avec les Hutus extrémistes. Voilà. Mais il n'empêche que je crois qu'il faut aussi que la justice suive son cours. Des Français sont morts. Eh bien, la justice française doit enquêter. Il y a une enquête qui est ouverte, etc. Et puis Paul Kagame surfe sur ses bras d'honneur successifs à la France. Maintenant, bon, c'est devenu une habitude. Comment il s'appelle ? Le président de RDC a fait de même. Joseph Kabila. Joseph Kabila, ou son porte-voix, M. Lambert Mende, etc. Oui, mais ça n'a jamais abouti à une rupture diplomatique dans le cas de la RDC. Parce qu'effectivement, l'histoire, quand même, disons ce qui est, c'est qu'à l'époque, c'est la France qui soutenait principalement Juvénal Abiyarimana. Et qu'il y a eu plusieurs attaques qui avaient été menées avant 90 et que Kagame était l'un des chefs militaires de la rébellion Tutsi à l'époque et que Abiyarimana avait pu contenir uniquement grâce à l'aide militaire française. Donc effectivement, il y a un véritable passif entre le Kigali d'après 1994 et Paris, c'est indéniable. D'ailleurs, il y a un officier Stéphanie, qui a publié une tribune récemment, son nom m'échappe, Guillaume Ancel, en interpellant le président François Hollande, en disant « Aurez-vous l'audace de reconnaître cette responsabilité ?» Pour finir, je vous propose le reportage sur le prix Nobel de littérature qui a été attribué hier à Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2016 est attribué à Bob Dylan. Un lauréat surprise. Bob Dylan est le premier chanteur qui reçoit le prix Nobel de littérature. Une récompense qui a surpris tout le monde. Le jury a distingué un artiste qui a su créer de nouveaux modes d'expression poétique. Avant de s'appeler Bob Dylan, le jeune Robert Zimmerman apprend le piano à 8 ans, puis la guitare. Il découvre Arthur Rimbaud à l'adolescence et se passionne pour la musique country avant d'être fasciné par Elvis Presley. Bob Dylan est le héros de la génération Peace and Love et de la lutte contre la guerre du Vietnam. Le voici lors d'un festival de l'île de White en 1969. Les Beatles disaient alors « Dylan montre la voie ». Ses chansons deviennent des hymnes anti-guerre. Le prix Nobel de littérature 2016 a écrit un seul livre dans sa vie, c'est la poésie chantée par Bob Dylan qui est honorée aujourd'hui. Hassan Diop, une surprise pour les uns, une insulte pour certains écrivains, mais pour les fans de l'artiste, c'est une distinction amplement méritée. Nous qui sommes africains, je veux dire, les mots qu'on chante, ça a vraiment un sens, quoi. Je veux dire, Bob Dylan est un poète, il écrivait ses chansons, il s'inspirait de Shakespeare, de William Blake, l'auteur anglais du XIXe siècle, impressionnant et marquant, et d'autres auteurs. Sur le plan musical, il a été très influencé par Woody Guthrie, mais également par les bluesmen
par les bluesmen noirs, donc dans sa musique. Donc c'est l'expression d'une musique populaire américaine, mais avec une dimension universelle. Et moi, je me souviens jeune, Bob Dylan m'a accompagné dans beaucoup d'instants de ma vie et des instants tout à fait précieux. Donc Vincent Huget aussi. J'adhère à 100% à cette prix Nobel. Vincent ne semble pas partager cet avis. Non, mais bon, Simon et Garfunkel l'année prochaine, je veux bien. Le Nobel de littérature, c'est fait une 500 spécialité titres, il de a écrit couronner 500 poèmes, des Bob poètes Dylan. abscons, des romanciers confidentiels. Et là, il a écrit un ouvrage. C'est presque un handicap, je suppose. Non, il a écrit mais 500 poèmes. Le fait qu'on donne le prix Nobel de littérature, pourquoi pas, à défaut de prix Nobel de la chanson à Bob Dylan. Mais tant que... ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est ceux qui ne l'ont pas eu. Voilà, quand on le donnera à Ismail Kadare, je veux bien qu'on le donne à Bob Dylan. Ça sera le mot de la fin. C'était Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Jeu de l'Express et à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. Merci de votre fidélité. Stéphanie qui est